Avant d'entrer dans le vif du sujet, colonel Michel Drapeau, en quelle année avez-vous servi au sein de l'OTAN en Allemagne? Pouvez-vous partager avec nous votre expérience en tant que représentant du Canada, membre fondateur de cette alliance? Ben, j'ai servi à deux reprises en Europe, plus particulièrement en Allemagne. Alors, au tout départ, en 1963, alors que j'étais à l'époque lieutenant dans l'armée canadienne, et par après, en 71, entre 71 et 73, en Allemagne, dans le sud de l'Allemagne à ce moment-là. Et j'étais à l'époque officier des opérations d'un bataillon parti d'une brigade dans la région de la Forêt-Noire. Et à ce moment-là, on travaillait en étroite collaboration avec particulièrement les forces américaines, plus particulièrement le 7e corps d'armée américaine, mais occasionnellement avec le 2e corps allemand lors des exercices qui avaient lieu chaque automne dans la Bavière et cette région-là. Une question maintenant et à l'avocat que vous êtes. Sur le plan du droit international, est-ce que la décision de Vladimir Poutine d'envahir l'Ukraine est justifiée? La réponse est non. L'agression, l'invasion, l'attaque de la Russie contre l'Ukraine contredit toutes les conventions internationales telles que les conventions de Genève, les conventions de la Haye, les décisions du tribunal de Nuremberg qui ont eu en 1945, les différentes autres déclarations et conventions, dont contre les crimes contre l'humanité, crimes de la guerre, à laquelle la Russie et plusieurs d'autres pays, nécessairement des Nations Unies, sont signataires. Alors tout ça, c'est certainement un crime contre l'humanité et on voit tous les jours à l'écran des crimes régulièrement commis qu'on appelle et qu'on décrit comme étant des crimes de guerre. Et c'est principalement dû au fait que l'invasion et les activités, les attaques par la Russie visent, et ça c'est sans aucune restriction, visent soit des bâtiments civils, populations civiles, des convois civils, des hôpitaux, des centres d'art et tout le reste. Et tout ça est décrit dans les conventions, dans les lois qui gèrent les conflits armés dans le monde et depuis plusieurs centaines d'années maintenant. Alors, ils sont en contravention de tous ceux-là. Colonel Michel Drapeau, nous sommes aujourd'hui au 27e jour de cette guerre épouvantable. Est-ce que vous avez été surpris par la décision de Vladimir Poutine d'entrer en guerre contre l'Ukraine? La réponse est oui. Je croyais au fait, avec toutes les déclarations qui ont été faites par plusieurs pays, dont les États-Unis au tout départ, et on savait tous que l'armée russe s'était massée en grand nombre en Bélarus et aussi près de la frontière russe-Ukraine. Et je croyais vraiment, parce que les yeux du monde étaient rivés sur leur déploiement, toutes les déclarations qui ont été faites, les différentes interventions diplomatiques et tout le reste, je croyais foncièrement que la Russie n'oserait pas face à l'opinion publique mondiale, face à la diplomatie mondiale, face aux armées de l'OTAN qui ont répondu de différentes façons, qui oseraient au fait mener une telle attaque contre un pays voisin qui est en état de paix, qui ne présentait aucune menace. Oui, j'ai été surpris au plus haut point. Maintenant, c'est arrivé. De toute évidence, ils ont fait fi de l'opinion publique mondiale, ils ont fait fi de toutes les règles de la guerre, fait fi au fait de leurs commentaires qu'ils ont fait par la bouche du président puis par la bouche de ses hauts fonctionnaires qu'ils étaient déployés pour des fins d'exercice et tout le reste. Ils ont menti ouvertement, complètement, pendant des semaines et des mois. Et on a le résultat maintenant que nous connaissons. Pourquoi parler de surprise, colonel Michel Drapeau, 8 ans après l'annexion de la Crimée par la Russie?
Ben pour deux raisons. La première raison, c'est que de lancer une attaque tout azimut de la façon qu'ils l'ont fait, ceci au fait, c'est du jamais vu depuis les dernières 50 ans, et certainement pas sur le paysage européen, alors que la Russie au fait se permet de foutre en l'air toutes les conventions desquelles ils sont signataires depuis ce temps-là et d'envahir un pays voisin, et de cette façon-là, brutale, sauvage et tout le reste. Je prenais pour acquis au fait que la diplomatie internationale, qui inclut les Russes, était pour agir comme un frein contre cette chose-là, dans un premier temps. Mais dans un deuxième temps, quand je voyais l'armée qui est amassée, mes connaissances de la stratégie militaire, sachant très bien que l'Ukraine présente au fait des défis importants, et on le voit maintenant, l'Ukraine, c'est le deuxième plus grand pays en Europe. C'est un pays qui est très grand, une armée qui, jusqu'à tout récemment, avait un service obligatoire. Alors, ça veut dire qu'une majorité des hommes ukrainiens ont eu une formation militaire à un moment donné durant leur vie, dans un premier temps. Deuxième temps, ils ont une force militaire régulière d'à peu près 100 000 soldats. Alors, lorsqu'on combine les deux, moi, je suis pas surpris que l'Ukraine, au fait, ont été capables de résister aux attaques, est capable de se défendre, est capable de freiner l'avance soviétique. Et je savais très bien aussi, avec une armée de 190 000 soldats militaires russes, c'est pas suffisant pour envahir l'Ukraine, investir l'Ukraine et gouverner l'Ukraine. Alors, je comprenais mal sur le point de vue stratégique et pourquoi que le président Poutine oserait envahir, sachant au fait qu'il ne pourra pas contrôler et ne pourra pas gouverner cet État qui est immense, vraiment immense, avec une force relativement réduite. Et même si on lui attribuait une compétence qui s'est dévoilée non existante, parce qu'on a vraiment des problèmes de sécurité, de communication, de logistique et tout le reste, au fait, l'armée russe s'est démontrée comme étant vraiment une armée qui n'était pas apte au combat, qui n'était pas professionnelle, qui n'était pas rodée à un déploiement et être capable d'accomplir les missions qu'on lui donnait. Et est-ce que dans ce cas-là, on peut dire que Vladimir Poutine a sous-estimé les forces ukrainiennes? Je pense que oui, et une longue marge. Mais lorsqu'on voit la télévision, souvent, les briefages qu'il recevait de son personnel diplomatique, militaire ou des renseignements, alors on lui disait ce qu'il voulait entendre, était mal pris la personne qui lui disait la vérité toute nue, les obstacles auxquels qu'il ferait face et tout le reste. Alors, lui a pris pour acquis et il a écouté ses propres conseils et en donnant l'ordre au fait d'envahir l'Ukraine. Alors, un état-major compétent, un état-major bien renseigné, un état-major avec un devoir de fidélité envers ses maîtres politiques et autres, avait le devoir d'informer le président Poutine au fait que d'envahir l'Ukraine et d'essayer de la contrôler, de la gouverner, ne sera pas une mince job. Et il était prévisible que les difficultés qu'il rencontre maintenant étaient présentes, mais de toute évidence, soit deux choses. Soit que le président Poutine n'a pas écouté ses aviseurs, ou ses aviseurs ne lui ont pas donné les informations requises parce qu'il voulait simplement lui dire ce qu'il voulait entendre. Et je pense que la deuxième option est probablement la plus véritable. Colonel Michel Drapeau, une guerre est d'abord une opération militaire, mais avec des objectifs stratégiques, politiques, parfois économiques. Dans le cas de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, est-ce qu'il y a des objectifs bien définis selon vous? Il y a seulement un objectif, celui d'agrandir le territoire, le côté d'influence de la Fédération russe et vouloir peut-être lui redonner la gloire qu'elle avait sous le régime soviétique avec les pays satellites.
Alors peut-être que l'Ukraine, dans l'esprit du président Poutine, est le point de départ. C'est le plus gros pays. Et puis, envisage-t-il, à un moment donné, d'être capable d'investir l'Ukraine comme première étape et les autres pays avoisinants viendra par la suite. Alors, il est possible que cette tendance de développer, de redévelopper, réinstaurer un empire soviétique ou quelque chose semblable était à la base de la décision d'envahir l'Ukraine. Certainement, l'Ukraine présente une cible énormément riche au niveau économique, au niveau stratégique, avec ses moyens de communication, avec ses ressources naturelles, avec une population de 42 millions de personnes qui est éduquée, qui sont aptes à travailler dans un monde moderne, mécanisé, industrialisé, tout le reste. Alors, ça serait tout un apport à la société soviétique et à l'économie soviétique s'il avait réussi son pari. Face à la résistance des forces ukrainiennes, pour la première fois dans cette guerre, la semaine dernière, les forces russes ont utilisé des missiles hypersoniques. Colonel Michel Drapeau, en quoi consistent ces missiles hypersoniques? Bien, ces missiles hypersoniques circulent 5 à 6 fois la vitesse du son. Ils sont capables et aptes à changer de trajectoire en cours de route. Ils sont très difficiles à intercepter à cause de la vitesse à laquelle ils voyagent. Et puis, ils sont habituellement déployés à bord d'un avion qui circule à haute vitesse et à haute altitude. Alors, les moyens de défense contre ces engins-là sont, pour l'instant du moins, ne sont pas existants au sein de l'OTAN. Alors, ces armes-là sont redoutables. Il semble que la Russie s'en est servie au moins à une occasion jusqu'à maintenant, et la cible était une installation militaire qui était tout près de la frontière polonaise. Alors, et à ce que je sache, et la Russie et la Chine, je veux dire, possèdent maintenant ces munitions-là, et munitions qui peuvent contenir des armes traditionnelles ou nucléaires au besoin. Est-ce un avertissement à l'OTAN, et colonel Drapeau? Ça pourrait être vu stratégiquement comme étant un avertissement, certainement un moyen manifeste de laisser savoir à la population mondiale au fait que la Russie possède ces armes-là. Le 13 mars dernier, les forces russes ont bombardé une ancienne base militaire de l'OTAN située à Yavoriv, à 20 km seulement de la frontière polonaise. Est-ce qu'une telle action militaire russe peut être interprétée également comme un avertissement aux forces de l'OTAN, colonel Michel Drapeau? Je ne sais pas si on doit prêter ce genre d'objectif au président Poutine, ou c'était une façon de neutraliser cette partie-là du pays qui sert au fait et qui est au centre d'un couloir de ravitaillement pour l'équipement, les armes, les munitions qui sont fournies à l'Ukraine par différents pays, dont plusieurs d'entre eux font partie de l'OTAN. Alors, il y a plusieurs raisons qui pourraient expliquer cette attaque de cet établissement-là. Et je suis certain que tant l'OTAN que certains pays comme les États-Unis étudient les différentes options, à savoir quel était l'objectif visé, quelle était l'intention de l'armée russe en se servant de cette arme-là et en ciblant cet établissement-là. Le président Zelensky ne cesse de demander à l'OTAN d'établir une zone d'exclusion aérienne au-dessus de l'espace ukrainien. Qu'impliquerait une telle mesure, colonel Michel Drapeau, et pourquoi la réponse de l'Occident est aujourd'hui encore négative? Je vais commencer par le dernier point de votre question. La raison que l'OTAN refuse de s'engager au-dessus du territoire de l'Ukraine en imposant une zone à laquelle les vols sont interdits, ceci impliquerait
l'entrée dans le conflit de l'OTAN, pur et simple. Parce que aussitôt qu'on établit une zone à laquelle aucun avion ne doit circuler, obligatoirement, il va falloir que les avions de l'OTAN interviennent, interceptent, soit par le biais de leur avion ou, ou des armes qui sont capables au fait d'abattre des avions qui circuleraient sans permission au-dessus du territoire. Et obligatoirement, il y a un contact directement avec l'aviation russe et ceci engagerait l'OTAN et on aurait maintenant un conflit ouvert entre l'OTAN et la Russie, ce que tous les pays de l'OTAN, majoritairement du moins, les 30 pays de l'OTAN ont décidé qu'ils ne voulaient pas s'engager et qu'ils ne voulaient pas ouvrir un conflit avec la Russie pour l'instant. Je dis bien pour l'instant parce qu'on ne sait jamais, on ne peut pas prédire l'avenir si une décision contraire pourrait être prise par l'OTAN éventuellement. Dans cette guerre, la Russie est clairement l'agresseur. Rien ne saurait donc justifier l'invasion et la destruction de l'Ukraine par les forces russes. Colonel Michel Drapeau, vous avez servi au sein de l'OTAN en Allemagne à 2 reprises. Est-ce que l'élargissement de l'OTAN aux anciens pays de l'espace soviétique a été une erreur stratégique? La réponse à ça est non. Et je dis non parce que dans un premier temps, l'OTAN est une association diplomatique, politique et militaire. Et c'est sur ces 3 claviers-là que l'OTAN est capable d'opérer et a opéré depuis les 70 dernières années avec succès. Et dans chacun des cas, ce sont des décisions qui ont été prises par des pays souverains, tels que la Roumanie, tels que l'Hongrie, tels que la Pologne, et j'en passe, et les pays de la Baltique. Et dans chacun des cas, ont décidé de se joindre à l'Europe unie dans un premier temps et dans un deuxième temps faire partie de l'OTAN. Et c'est l'OTAN, les pays membres de l'époque de l'OTAN, qui ont décidé de les accepter. Alors, c'était dans un effort d'être capable au fait d'avoir un nuage de paix qui flottait au-dessus de tous ces pays-là dans leur ensemble et de partager les mêmes valeurs humaines, politiques, de défense et tout le reste. Et je pense que la décision était sage, et pas seulement qu'elle était sage, mais répondait aux aspirations de chacun de ces peuples-là souverains qui avaient soif et de paix et de sécurité. Alors je pense que la décision a été prise sagement et correctement. La création de l'Alliance Atlantique en 1949 répondait à la nécessité de protéger les pays de l'Europe occidentale contre l'expansion soviétique. Mais est-ce que l'élargissement de l'OTAN aux frontières de la Russie est justifié après l'effondrement de l'Union soviétique en 1990-1991? Je ne pense pas, absolument pas. L'OTAN n'a jamais eu un but ou des ambitions territoriales. C'est strictement un arrangement de défense collective. Et ça a toujours été le but, au fait, et c'était de se défendre. Les armes et les armements que les pays de l'OTAN possèdent, c'est principalement dans le but de parer et de faire face à une agression armée. Alors, dans chacun de ces cas-là, si je parle de l'Hongrie, la Roumanie et les pays baltiques, c'était pour ces gens-là d'être capables de vivre en paix, de se développer, d'avancer et de rendre plus démocratiques leurs institutions, puis d'être capables de profiter au fait des avancées à laquelle la région de l'Europe possédait au niveau industriel, au niveau politique et ce genre de choses-là. Et il ne présentait pas individuellement et collectivement une menace quelconque pour la Russie. Tout au contraire, ça leur permettait au fait de transmettre et de partager avec les Russes. Et souvent, plusieurs Russes, au fait, ont visité l'Ukraine et des pays avoisinants et à laquelle ils étaient là comme touristes et capables de profiter de leur communication, ce genre de choses-là. Non, c'était un éveil et c'était
des avancées au point de vue culturel, politique, économique, ont fait que toute cette région-là de l'Europe de l'Est a été capable de profiter et d'amener leur standard de vie à un niveau assez élevé et presque celui qu'on connaît en France, en Allemagne, en Angleterre et tout le reste. Alors, l'Europe, dans son entier, n'était plus divisée comme elle a été pendant nombre d'années. Et tous ces pays-là ont été capables d'être considérés comme étant membres de cette grande Europe unie avec tous les avancées au niveau standard de vie et tout le reste. Alors, non, maintenant, le président Poutine voyait ça d'un œil totalement différent et son but était d'envahir et de contrôler et de continuer à avoir et de reprendre un empire tel que l'Union soviétique existait jusqu'à la fin de la tombée du mur de Berlin. Est-ce que Vladimir Poutine ne pourrait pas considérer la présence des forces de l'OTAN à ses frontières comme une menace militaire? C'est difficile. Pour moi, c'est difficile de regarder mon rétroviseur puis de voir au fait quelle chose aurait pu être faite. Mais ce qui s'est passé durant cette période-là, c'est que l'Europe s'est désarmée considérablement. Si on considère la seule présence des armées américaines en Europe, dans les années 60, on avait tout près de 400 000 militaires américains qui étaient déployés en Allemagne, plusieurs autres dans différents autres pays, l'Espagne, l'Italie, l'Angleterre et tout le reste, mais particulièrement en Allemagne. Alors, c'était au fait de l'opposition entre le bloc communiste de l'époque et de l'OTAN. Et à travers les années, jusqu'à récemment, alors tout récemment, les forces américaines avaient à peu près 33 000 militaires, soldats, avec une aviation, mais les soldats étaient à peu près 33 000 en Allemagne. Alors, une diminution considérable des armées de l'OTAN sur le territoire européen. Le Canada a rapatrié la brigade que nous avions, la 4e brigade mécanisée, qui était dans le sud de l'Allemagne en 93, et on a gardé une certaine présence d'avions tactiques en Allemagne pendant une petite période, mais dans l'immédiat, le Canada aussi a rapatrié ses troupes. Simultanément, la Russie a développé et augmenté ses moyens de défense et sa capacité au fait de porter en offensive ses ambitions territoriales, et c'est celle qu'on a vue depuis le mois de février. Alors, il y a eu un déséquilibre au détriment de l'OTAN au cours des 20 dernières années. Les 30 pays de l'OTAN se réunissent à partir de ce jeudi 24 mars à Bruxelles pour un sommet extraordinaire. Colonel Michel Drapeau, un sommet extraordinaire de l'OTAN, c'est quoi exactement? La première des choses, c'est de réunir tous les chefs d'État des 30 nations. Alors, qu'est-ce qui sera à l'ordre du jour? J'ai absolument aucune idée. Certainement, la situation en Ukraine. Est-ce que, au point de vue militaire et politique et économique, les chefs d'État vont en arriver à un consensus, des décisions stratégiques et peut-être même tactiques, de quelle façon de s'engager ou ne pas s'engager dans le conflit actuel. Alors, première des choses, c'est une bonne chose que tous ces chefs-là se rencontrent et échangent et en arrivent à des décisions prises d'une façon solidaire et d'une façon majoritairement qui va guider leurs actions. Mais je serais impossible pour moi d'être capable de soit comprendre ou d'être capable d'isoler les différentes pistes de raisonnement que ces chefs-là vont suivre. Certainement, ça va être quelque chose qui va se faire dans le grand secret avant d'être capable d'expliquer au monde ou de nous permettre de prendre connaissance des décisions qui vont avoir été prises, qui vont guider leur cheminement individuel et collectif. Mais quand même, on peut lire à travers les déclarations
de certains présidents et comme Emmanuel Macron en France, et la France n'est pas en guerre contre la Russie. À plusieurs reprises, le président Biden répondait à des questions sur l'établissement d'une zone d'exclusion au-dessus de l'espace aérien de l'Ukraine. Il a toujours dit non, pas question, n'est-ce pas, d'intervenir, je dirais, militairement dans ce conflit. Est-ce qu'à travers les déclarations de ces présidents, on ne sent pas une certaine réticence du côté de l'Occident ou bien de certains pays comme la France ou bien les États-Unis d'intervenir militairement dans le conflit? Réticence, oui, jusqu'au moment et au moment qu'on se parle, elle est certainement là, elle est connue, elle a été endossée par plusieurs chefs d'État, soit-ils français, canadiens, américains, sur les ondes de façon assez régulière. Maintenant, c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on connaît, c'est ce qu'on comprend au moment qu'on se parle. Est-ce que, suite aux réunions au sommet qui vont prendre place au sein de l'OTAN, est-ce que ces décisions-là vont durer et sont durables, ou est-ce qu'elles vont être prises à partie et de nouvelles décisions stratégiques prises? Je crois que oui. Quelles sont ces décisions-là? Il reste à voir, mais certainement, il y a un but commun dans le fait de rassembler les 30 chefs d'État autour d'une table, de discuter, de reviser et puis de réévaluer le bien fondé de ces décisions-là devant la situation telle qu'on la connaît aujourd'hui. Qu'est-ce qui pourrait faire tout basculer et entraîner un affrontement militaire entre les forces de l'OTAN et la Russie? La réponse à ça, le président Biden, de sa bouche, et le secrétaire général de l'OTAN, les deux sont sans équivoque. Faudrait-il que la Russie outrepasse les frontières de l'OTAN? Alors, il y a plusieurs pays, au fait, qui partagent une frontière avec l'Ukraine. Alors, s'agirait-il d'un seul dépassement, dit-il, d'un pouce? Et à ce moment-là, il y a une réaction immédiate, forte, et tout azimut de la part de l'OTAN. Alors, si on utilise l'expression qui est souvent utilisée dans les médias américains, une ligne rouge. Alors, si les lignes rouges existent, en voici une. Alors, ce serait le point de détente pour l'implication et la participation de l'OTAN dans ce conflit-là. On espère que non, mais c'est certainement une mise en garde que l'OTAN dans son ensemble et le président américain plus particulièrement a laissé savoir très clairement que l'OTAN va protéger toutes ses frontières de chacun des pays membres de l'OTAN. Un affrontement entre la Russie et l'OTAN signifierait quoi exactement en termes de forces militaires en présence? Ben, il y a plusieurs réponses à vos questions. Si c'est fait localement ou globalement, localement, on connaît les forces en présence, on connaît les effectifs qui sont disponibles tant au sein de l'OTAN qu'au sein de la Fédération russe. Maintenant, est-ce que si le conflit devenait global, alors il y a des forces maritimes qu'il faut prendre en considération et des forces aériennes qui sont dispersées un peu partout au globe, tant de l'OTAN que les Russes, et sans parler pour autant aussi des forces stratégiques. Je parle de tout l'arsenal certainement nucléaire et autres qui pourraient être engagés aussi. Il n'y a personne au monde qui va avoir ce genre de conflagration-là qui serait directement le résultat d'un engagement entre les forces de l'OTAN d'une part et la Fédération russe. Eh bien, au nom de tous les téléspectateurs de Caméra Mosaïque sur MCTV ici à Boston, dans le Massachusetts, merci, colonel, d'avoir répondu à notre invitation et merci pour votre expertise. OK, merci à vous. Au revoir. Au revoir.